Bonjour, chers rebelles des capitaux. J'espère que vous allez bien et je vois que quelqu'un a bien compris dans le chat ici. Nous attendions Josh, je ne sais pas où il est porté disparu. Donc nous allons quand même commencer la vidéo. Nous allons plonger directement dans les données sur l'inflation des États-Unis. Nous allons examiner exactement ce qui se passe, puis nous allons prendre du recul et essayer de déterminer ce qui est susceptible de se passer avec la IPC ou le PCE ou tout autre indicateur d'inflation que vous souhaitez examiner. Nous allons essayer de réfléchir à ce que cela va entraîner, du moins en termes de probabilité. Je vais vous donner mon scénario de base. Passons à 2025. Nous avons donc configuré le partage d'écran. Allons-y. Et nous allons directement passer à où voulons-nous commencer? Commençons par 0. Edge. J'adore Zero Edge. Eh bien, je pense qu'ils sont fantastiques. Et les gars là-bas sont géniaux. Mais il faut comprendre qu'ils ont un biais énorme en faveur de l'inflation. Je ne sais pas pourquoi ils veulent tellement d'inflation, mais peu importe, ils le veulent juste. L'indicateur d'inflation préféré de la Fed est plus élevé que prévu. Les aides gouvernementales explosent alors que les économies chutent. D'accord. Donc, il est vrai que le PCE de base, maintenant, je ne sais pas si c'est le préféré de la Fed. Peut-être que c'est le cas. Je pensais que leur préféré était le PCE global, mais je pourrais me tromper. Donc, le PCE de base est définitivement plus élevé que prévu, mais il était de 2,7 au lieu de 2,6. Et comme vous pouvez le voir, 2,7 n'est pas exactement un chiffre florissant. Maintenant, j'aime toujours commencer par un avertissement avant de parler de l'IPC ou de l'une de ces données sur l'inflation. Je suis tout à fait d'accord pour dire que ces chiffres d'inflation ne sont pas corrects. Je comprends totalement. Mais ce que je pense, c'est que la tendance est correcte. Par exemple, si nous regardons, ont-ils l'IPC ici? Eh bien, ils ne le font pas, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Si nous regardons le PCE global et que nous voyons qu'il a atteint 7%, et je me souviens de l'IPC global, était de 9,1% en juillet et août 2022. Est-ce que je pense que les prix ont augmenté de 9,1% d'une année sur l'autre? Pas du tout. Pas question, absolument aucune chance. Ils augmentaient beaucoup plus que ça en ce qui concerne les choses que la plupart des gens achètent. Mais je crois que le taux d'inflation a diminué. Maintenant, supposons un instant que le taux réel d'inflation était de 15% quand il disait qu'il était de 9,1. D'accord. Maintenant, ils disent que c'est, eh bien, ici sur le PCE, ils disent que c'est 2,1. Maintenant, ils disent que l'IPC global est de 2,4. Je dirais probablement plus proche de 5, 6. Donc, c'est absolument plus élevé que ce qu'ils admettent. Mais je pense que ce sur quoi nous essayons de nous concentrer ici, c'est la tendance. Avons-nous une tendance qui suggérerait une réaccélération de l'inflation? Ou avons-nous une tendance, même si le chiffre nominal est inexact, la tendance est-elle à la baisse, donc une tendance de désinflation? Et encore une fois, un autre avertissement. Chaque fois que je vois les commentaires de ce type de vidéo, j'entends toujours des gens dire « Georges, tu es complètement fou ». Je suis allé au supermarché l'autre jour et tout ce que j'achète coûte 100% de plus qu'en 2019. C'est juste. Je ne suis pas en désaccord avec ça. Je ne le suis pas, mais ce n'est pas mon propos. Mon propos est de déterminer si le taux d'inflation aujourd'hui, est plus élevé ou plus bas qu'il ne l'était en 2020, et ensuite ce qui est susceptible d'arriver au taux d'inflation en 2025. D'accord. Maintenant que nous avons dit cela, revenons à l'article de Zero Hedge. Il est donc vrai que le PCE de base, un peu plus élevé, est à 2,7 au lieu de 2,6.
le PCE global a augmenté de 0,2% d'un mois à l'autre, ce qui a fait baisser le taux annuel à 2,1%. Et je crois que la Réserve fédérale, lorsqu'elle dit qu'elle a un objectif de 2%, je crois que ce n'est en fait pas l'IPC de base. Si je ne me trompe pas, c'est le PCE de base. Et encore une fois, que cela vous plaise ou non, ce que nous devons faire, c'est aussi prendre du recul et dire, d'accord, eh bien, ce n'est pas vraiment ce que je pense, c'est ce que pense le marché, et le marché croit à ces chiffres. Il croit qu'ils sont complètement exacts. Et donc, si la Fed, leur objectif est de 2% et nous sommes à 2,1%, cela signifie que le marché croit qu'ils sont très, très, très proches d'atteindre leur objectif. Sur une base mensuelle, le PCE semble s'accélérer. C'est là où je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il laisse un peu transparaître ce biais inflationniste. Et ai-je un biais désinflationniste? Pas vraiment. J'en ai eu un depuis 2022, mais je veux dire, nous avons plutôt bien réussi sur ce point. Donc, si vous revenez à mes vidéos de 2020 et 2021, j'avais certainement un biais inflationniste, c'est sûr, mais tout l'enjeu ici est de ne pas avoir de biais. Il suffit de regarder les données et, cette année, vous pouvez être dans le camp de l'inflation. L'année prochaine, vous pouvez être dans le camp de la désinflation. L'année suivante, vous pouvez être dans le camp de la déflation. Ce n'est pas comme si vous deviez rester dans le camp de l'inflation pour le reste de l'éternité ici. Surtout quand vous pensez que cet argument peut avoir du poids lorsque vous examinez l'inflation par rapport à la déflation. Mais lorsque vous examinez l'inflation par rapport à la désinflation, je pense que vous devez être agile dans votre approche. Vous devez être objectif. Et la raison pour laquelle je dis que c'est un peu différent avec l'inflation et la déflation, c'est que si vous revenez et regardez après la Grande Dépression, il est extrêmement rare que les États-Unis soient réellement en déflation, même en se basant sur leur chiffre principal. Je ne veux pas m'éloigner trop du sujet, mais je pense que cela a beaucoup à voir avec le salaire minimum, les allocations de chômage, la sécurité sociale, etc. Il est à noter que l'inflation cyclique est maladroitement coincée, extrêmement élevée. Je ne sais pas si c'est extrêmement élevé, mais il semble que cela soit bloqué. Alors que le segment cyclique de l'inflation est revenu à la normale, il est revenu à la normale, mais vous voyez cette énorme baisse ici. Et je pense qu'il pourrait certainement avoir une faute de frappe ici. Il est à noter que l'inflation cyclique est étrangement maintenue à un niveau élevé, tandis que le segment cyclique de l'inflation. Oh, il voulait dire acyclique. D'accord. Donc, il voulait dire que le segment acyclique est revenu à la normale. D'accord, cela a du sens. Alors voici où ils disent que cette mesure de l'inflation semble s'accélérer. Elle est en hausse. Est-ce que cela s'accélère? Je pense qu'il est encore trop tôt pour dire si nous allons être complètement objectifs. Et comme vous pouvez l'imaginer, il conclut en passant en revue, vous savez, que les emplois gouvernementaux et les salaires gouvernementaux ont augmenté. Et cela fausse un peu artificiellement les chiffres à la hausse. En fait, Snyder a fait une vidéo hier soir. Je crois que j'écoutais le podcast. Ce matin, j'étais à la salle de sport et il a soulevé d'excellents points. Il a fait une analyse du PIB et une bonne partie du PIB, les 2,8% que nous avons obtenus hier, en raison non seulement des dépenses gouvernementales, mais des dépenses gouvernementales pour la guerre, pour l'armée, ce qui est, oui. Et vous voulez parler d'une mauvaise allocation des ressources? Mon Dieu. Donc, le gouvernement essaie manifestement de gonfler les chiffres avant les élections en embauchant autant de personnes qu'il le peut, en les payant plus, puis en achetant autant de bombes et de chars que possible pour faire grimper ces chiffres principaux. Donc,
vous obtenez les gens sur CNBC, les têtes parlantes qui font tout le sketch de Saturday Night Live. Comment l'appelons-nous? Le JIMP. Et j'espère que vous vous souvenez de ce que cela signifie. C'est tout. Je ne veux pas le dire sur YouTube parce qu'on va se faire frapper, donc je vais juste sortir le même rapidement ici. Et puis vous, chaque fois que je dis JIMP, vous savez exactement de quoi je parle. Donc c'est le JIMP juste ici. Comme si je devais faire ça. Je devrais juste faire ce regard. Je devrais essayer de le perfectionner dans le miroir ce soir et juste le sortir en haut. Chaque fois que les gens sur CNBC deviennent totalement euphoriques, tout tourne autour du JIMP. C'est ce qu'ils font. D'accord. Pour revenir à l'article de Zero Hedge, le gouvernement manipule un peu les chiffres là où il le peut, disons, pour s'assurer que les commentateurs et tous les soi-disant experts sont en train de JIMPR. Si c'est un mot, très bien. Maintenant, passons en revue ce qui se passe dans le reste du monde. Voici ce qui se passe en ce moment, aujourd'hui. D'accord, nous avons cela. Nous savons que nous avons eu de la désinflation, bien que les prix continuent d'augmenter absolument 100%. Mais nous avons eu de la désinflation depuis septembre. En fait, non, je pense. Depuis juillet, excusez-moi, 2022. Alors, que sommes-nous susceptibles de voir aux États-Unis en 2025? Quel serait mon scénario de base? Et encore une fois, il n'y a pas de certitude. Il n'y a que des probabilités. Je veux m'assurer que cela soit clair. Mais ce que j'aime faire, c'est examiner les raisons pour lesquelles nous avons eu de l'inflation au départ. Nous en avons parlé dans une vidéo l'autre jour. Je pense que je l'ai en fait discuté sur un tableau blanc, donc je ne vais pas ressasser le sujet, mais très rapidement. Ils vous ont enfermé dans une cage. D'accord? Ils ont écrasé, détruit les chaînes d'approvisionnement mondiales. Elle avait un énorme problème du côté de l'offre. Ils ont distribué des chèques semis et ont augmenté M2. Maintenant, dans quelle mesure ils ont augmenté M2, nous ne le savons pas vraiment. C'était donc une combinaison de la Réserve fédérale achetant auprès d'entités non bancaires et de personnes utilisant leurs lignes de crédit. Mais je pense qu'avec ce que nous pouvons dire, si nous voulons nous concentrer sur les planificateurs centraux là-bas, c'est que les dépenses qu'ils ont faites en ce qui concerne les STEMI ont pris de l'argent à faible vitesse, même s'il n'y avait pas eu une énorme augmentation de M2 en raison de la Fed, et ont transformé cela en argent à haute vitesse en le donnant à des personnes ayant une forte propension à dépenser. D'accord. Et ensuite, nous avons la chaîne d'approvisionnement. Donc, si vous regardez tout cela, quelles sont les probabilités que cela se reproduise en 2025? Je pense assez bas. Je pense que pour obtenir cela, nous aurions besoin d'un autre, disons, planifié. Je ne peux pas dire ce mot sur YouTube non plus. Vous savez de quoi je parle. Nous aurions besoin d'un autre. Nous l'appellerons le plan Klaus. Nous aurions besoin d'un autre. Nous aurions besoin d'un autre plan Klaus jouant les marionnettistes là-bas pour enfermer tout le monde dans une cage en 2025. Et puis, nous devrions également voir le gouvernement se concentrer davantage sur les STEMI plutôt que sur les bombes qui tombent, parce que les bombes qui tombent ne changent vraiment rien, vous savez. Si vous avez 100 milliards de dollars allant à Zelensky, cela va probablement sur son compte bancaire panaméen. Cela ne va pas circuler ici aux États-Unis, donc cela n'augmenterait probablement pas trop la vitesse. Donc, vous avez M2 et même, donc, A. En ce moment, la Fed fait du QT. Cela va donc peser sur M2. Et puis, vous avez également les banques avec un crédit bancaire presque stable. Et je ne vois pas comment on peut obtenir une augmentation de M2 qui puisse conduire au type d'inflation que nous avons vu en 2021 et 2022 sans que les banques ne jouent le jeu. En d'autres termes, sans que les banques ne créent des unités monétaires, parce qu'en fin de compte, ce sont elles qui contrôlent vraiment l'offre monétaire. D'accord? Donc, cela étant dit, ce que j'aime aussi faire, c'est regarder autour du monde et dire que fait l'inflation au Royaume-Uni? Que fait-elle en Chine? Que fait-elle au Canada? Que fait-elle en Europe? Parce que d'habitude, je veux dire, si vous revenez aux années 1970, vous voyez qu'il y a très peu de variance
entre les États-Unis et, disons, les autres économies développées. Je suppose que l'on pourrait inclure le Japon comme un cas à part, mais laissez-moi vous montrer à quoi je fais référence. Alors, voici, eh bien, commençons par les États-Unis. Donc, les États-Unis, et j'essaie de faire des comparaisons équitables. Pour vous, même si c'est un peu difficile avec ces graphiques. Concentrons-nous donc sur 1990, car c'est à peu près là que nous commençons avec le Royaume-Uni. Je pense qu'il est un peu plus tard que cela en Europe. Donc, 1990, regardons simplement les tendances. Nous pouvons voir que l'inflation était assez élevée, relativement parlant. Elle diminue, puis nous avons une désinflation juste avant la crise financière mondiale qui augmente légèrement. Et puis la crise financière mondiale met un terme à cela. Ensuite, nous avons eu plus de désinflation jusqu'à ce que nous arrivions à la maladie Servasus. D'accord, c'est les États-Unis. Voyons maintenant ce qui s'est passé en Europe. Nous revenons à 1990, ou à peu près, et c'est exactement la même chose. Je veux dire, ce n'est pas complètement lié, mais c'est très similaire. Vous ne voyez pas une divergence massive ici où nous constatons la désinflation que nous avons observée aux États-Unis. Nous voyons cette augmentation de l'inflation juste avant la crise financière mondiale. Puis, nous observons une massive désinflation au point où il semblait qu'il y avait en fait de la déflation au milieu des années 2010. Ensuite, nous voyons ce grand pic pendant la maladie Servasus. Voyons Royaume-Uni. La punchline, exactement la même chose. Vous avez peut-être eu un petit écart ici. Je ne sais pas si vous avez eu un grand pic après la crise financière mondiale comme le Royaume-Uni, mais vous voyez cette désinflation, vous voyez le pic avant la crise financière mondiale. Vous voyez presque une déflation. Et puis, le grand pic pendant la maladie Servasus, presque exactement. Et si nous sortions des graphiques d'autres économies développées, je parie que vous verriez quelque chose de très similaire. Je parle de l'Australie, je parle du Canada. Donc, ce que j'aimerais faire, en plus de cette analyse que nous avons faite un peu plus tôt sur ce qui a causé l'inflation en 2021-2022, pour mieux comprendre la situation actuelle, regardons ce qui se passe en ce moment. Nous allons examiner en détail le taux d'inflation au Royaume-Uni, qui est un exemple pertinent. Inflation au Royaume-Uni. Maintenant, cela date du 16 octobre. Donc, je ne suis pas sûr s'ils ont des données plus récentes que cela, mais ce n'est pas si vieux. L'inflation au Royaume-Uni chute à 1,7%, en dessous de l'objectif de la Banque d'Angleterre en plus de 3 ans. Ils sont donc en dessous de l'objectif de la Banque d'Angleterre en ce moment, du moins au 16 octobre. Cela sous-estime-t-il probablement le taux d'inflation? Oui, mais encore une fois, nous cherchons la tendance et nous examinons les chiffres qui influenceront le processus de prise de décision de la Banque centrale et du marché dans son ensemble. Si nous regardons la zone euro, voyons. Regardons l'inflation en Allemagne. D'accord, donc c'était en janvier. Et Google commence vraiment à être nul. As-tu remarqué ça? Je ne sais pas si leur poussée vers l'IA affecte le reste de leur activité. Mais regarde ça. C'est Google. Inflation allemande. Actuelle. Google. 31 janvier, 1er juillet, 29 mai. Je veux dire, nous en avons ici depuis décembre 2023. Quoi? Je ne sais pas. C'est juste moi. Peut-être car je fais des recherches sur Google depuis l'extérieur des États-Unis.
Mais Google devient de pire en pire. Donc, d'accord, c'était une perte de temps complète. Leur petit bot IA ici nous dit que le taux d'inflation en Allemagne est d'environ 1,6%. Je sais qu'ils ont eu un léger ajustement à la hausse. Cela les a donc rapprochés d'une récession technique. Mais en fin de compte, si je ne me trompe pas, si Google n'était pas nul, nous verrions probablement que le taux d'inflation dans la zone euro imite ce que nous voyons au Royaume-Uni, et vous savez ce qui se passe en Chine. Ils luttent en fait contre la déflation, ce qui est mauvais. Il s'agit d'un type de déflation et ce sont des chiffres mensuels, bien que ce soit des chiffres d'une année sur l'autre. Donc, au début de cette année, il y avait une déflation réelle et maintenant, ils sont juste légèrement plus élevés à 0,4%. Je ne veux pas dire que c'est mieux, mais ils sont juste légèrement supérieurs. C'est leur version de l'indice des prix à la consommation, IPC, si je ne me trompe pas. Si vous regardez leur version des prix des dépenses de consommation personnelle, PCE, ou des prix à la production, en fait, faisons cela parce qu'ils sont en déflation absolue. Voyons voir les prix à la production. Chine. Espérons que Google ne va pas encore échouer misérablement. Ouais, ils sont en baisse. Cela ne me dit vraiment pas ce que je... C'est juste qu'ils sont en baisse. D'accord. Est-ce peut-être un changement en pourcentage? Ah, voilà, d'accord. Donc, en pourcentage, vous pouvez voir comment les prix producteurs sont en réalité en déclin. En d'autres termes, déflation. Donc, la Chine est la deuxième plus grande économie, excusez-moi, du monde. Vous avez la zone euro. Vous avez toutes ces économies développées où leurs chiffres d'inflation globaux sont en réalité inférieurs à l'objectif de leur banque centrale. Très similaire à ce que nous avons vu pendant les années 2010. Vous vous souvenez quand ils essayaient de provoquer de l'inflation? Ils étaient en fait préoccupés par la déflation et essayaient d'augmenter leur taux d'inflation pour atteindre cet objectif de 2%. Alors, vous devez vous demander, d'accord, si l'économie mondiale est très interconnectée, Snyder dit toujours que c'est synchronisé au niveau mondial. C'est la terminologie qu'il utilise. Si toutes les autres économies développées font cela, et que la Chine le fait aussi, quelles sont les chances que les États-Unis fassent de même? Surtout combiné au fait que je crois que la probabilité est faible. Qu'en 2025, nous ayons des catalyseurs similaires à une accélération de l'inflation comme nous l'avons vu en 2020 et 2021. Donc, la conclusion ici est que, si vous voulez mon scénario de base, c'est que nous continuons, que nous suivons la zone euro, le Royaume-Uni et les autres économies développées, que nous continuons à voir que l'IPC baisse et il est probable qu'il descende en dessous de 2. Et ensuite, ce qui est susceptible de se produire, c'est que vous aurez une réponse gouvernementale à un atterrissage brutal ou une réponse monétaire, fiscale, peu importe comment vous voulez l'appeler, qui ressemblera alors davantage à ce que nous avons vu, et cela nous conduira à la prochaine vague d'accélération des prix à la consommation très similaire à ce que nous avons observé dans les années 1940. Mais avant d'en arriver là, je pense que nous allons traverser une période de plus de désinflation. Ce qui signifie que, selon moi, le chiffre de l'IPC devrait probablement descendre en dessous de 2% en 2025. Maintenant, je veux vous donner un avertissement ici. Rien ne se passe de manière linéaire. Et c'est une leçon que j'ai dû apprendre à mes dépens au cours des 2 ou 3 derniers mois. Si vous voulez savoir de quoi je parle, il vous suffit de revenir à mon entretien avec mon bon ami Brent Johnson et en recherchant 2007, 2008, par exemple, vous. Pas toujours, mais vous voyez souvent l'IPC augmenter avant d'obtenir le crack. Donc, à titre d'exemple, lorsqu'ils ont commencé à réduire les taux en 2007, ironiquement, le 18 septembre 2007,
l'IPC était d'environ 3,5% et vous avancez rapidement jusqu'en août 2008 et l'IPC avait atteint 5,6, 5,6, au point où tout le monde s'inquiétait de l'inflation. Et puis, tout s'effondre. Vous avez le moment Wild U, Coyote, le mouillé et le sauvage, juste comme ça. Et dans un an, vous êtes à moins 2%, soit 2% de déflation. Et les taux d'intérêt sont à 0% pour les fonds fédéraux. Alors qu'en août, il parlait même d'une éventuelle augmentation des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Il, signifiant le marché, et j'utilise le Wall Street Journal comme référence. Alors, entre maintenant et les 3-6 prochains mois, qui sait, l'IPC peut-il augmenter? Bien sûr, je dirais que c'est un coup de dé. Mais si je fais un bond en avant de 12 mois, quelles sont exactement les chances? Je pense qu'il y a de fortes chances que nous voyons l'IPC, ou du moins à un moment donné au cours des 12 prochains mois, en dessous de ce seuil de 2%. D'accord, les gars, sur cette révélation, profitez du reste de votre après-midi. Comme toujours, assurez-vous de défendre la liberté, le marché libre, le capitalisme. À la prochaine vidéo.